Les joies du live. Voilà. On est aujourd'hui mercredi le 6 novembre, une date importante à retenir. Et oui, très très importante, une date historique dans l'histoire du meilleur du web. Et non, pas des élections américaines, non. Puisque c'est la première fois, la grande première fois, après 14 ans, qu'on vous octroie un deuxième délai exceptionnel pour remettre vos projets. Donc si vous voulez que cette 14e édition ait lieu, vous avez encore jusqu'à ce soir minuit pour déposer vos projets. Exact. Donc maniez-vous, ça s'appelle Le Meilleur du Web, ça se passe sur www.lemeilleurduweb.ch. Et nous, ça nous ferait plaisir d'avoir un peu plus de projets, parce que beaucoup de gens étaient en vacances en octobre. Ouais, je sais pas. Enfin, on va réfléchir à tout ça, quoi. On va analyser les résultats. Salut Victoria, j'ai oublié de te dire bonjour. Salut, tu vois, c'est tellement. Mais on va aussi suivre l'actualité parce qu'on on reste dans une journée américaine. Hein. Oula. D'accord. Tu vois, non, d'accord. On est très fort. Ça colle à l'actu, ça me fait plaisir. Allez, c'est parti. Alors, comme pour les chaînes d'infos, vous pouvez commenter, liker, partager, balancer vos questions, puisque nous sommes en live, un peu comme CNN, ABC, je ne vais pas parler de Fox, mais enfin, toutes ces chaînes de télé, voilà. France 24 peut-être, pour interagir avec ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, de quoi va-t-on parler ? On part à Hollywood. Hein. Ah, cool. Voilà. Alors, on va rencontrer aujourd'hui, on rencontre Léna Murisier, qui, pour la situer, elle est quand même un lien avec la Suisse romande parce qu'elle a travaillé comme account manager chez Trio. Une agence. Passionnée de cinéma, elle est partie aux États-Unis, à Los Angeles. Elle a fait une école de cinéma et elle est devenue scénariste. Wow, j'ai eu l'occasion de rencontrer Léna lors de la soirée du GIF, une soirée du GIF, et puis j'ai trouvé ce qu'elle me racontait était tellement passionnant que je lui ai dit... Il faut en faire une histoire. Non, il faut absolument que je t'interviewe parce que je me réjouis vraiment de tout savoir. Et là, je crois qu'on est vraiment au cœur du métier. On regarde tous des séries et je crois qu'on a tous envie de savoir, mais comment est-ce qu'on les écrit, ces séries ? Ah oui ? Et là, ça va être on va apprendre plein de choses. Donc, je me réjouis de, voilà. Donc, Léna. Bienvenue, salut. Bienvenue, voilà. Salut. Merci de me recevoir. Heureusement, je suis là pour parler de cinéma et pas de politique aujourd'hui. Oh non, non. Tu nous envoies ravis. Bien que tout est la même chose à peu près. Je crois qu'il y a assez de chaînes pour le faire. Allez, on va en parler de ce monde fantastique du 7e art. Une interview menée par toi, Victoria, en ce jour, comme je l'ai dit, historique aujourd'hui. Historique jusqu'à pour minuit. Le Meilleur du Web. Voilà, pour alors là, déposer on vous vos projets. attend. Allez, maniez-vous. On va crever de crise cardiaque. Léna, alors explique-nous, alors j'ai très 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 vite résumé ton parcours, mais comment est-ce qu'une personne qui travaille en Suisse romande peut se dire je vais aller travailler dans l'industrie du cinéma à Hollywood. Comment est-ce que ça se fait ? Alors bon, tu es passé par une école, mais après explique-nous. C'était facile de trouver cette école ? Voilà, je veux tout savoir. Alors, effectivement, moi j'avais commencé chez Trio, ça t'en a parlé un tout petit peu au niveau j'étais account manager. Et puis, j'ai toujours adoré le cinéma, j'ai toujours regardé des séries, comme tu disais aussi, on a tous grandi avec les séries américaines. Mais je savais pas vraiment que c'était un métier. Et puis, il me semble que c'était en 2017, j'avais lu une interview de Shonda Rhimes qui avait fait entre autres Scandale, Grey's Anatomy, toutes ces grandes séries américaines. Et je me suis dit, mais c'est ça que j'aimerais faire. Donc, je me suis inscrite dans une école de cinéma à Los Angeles. C'est toujours un petit peu difficile parce que tu dois envoyer beaucoup de documents pour pouvoir être accepté, tu dois envoyer des scénarios. Enfin, généralement, il n'y a qu'une dizaine ou quinzaine de personnes par classe. Et du coup, j'ai envoyé effectivement un scénario, mon dossier, et j'ai été acceptée. Et je suis partie en 2018, du coup. Mais juste qu'on comprenne, t'es de langue maternelle anglaise ou pas ? Non, pas du tout, pas du tout. Je parle français de base et suisse, allemand et allemand. Et puis, je parlais un tout petit peu anglais du scolaire, quoi. Mais j'avais aussi vécu en Australie, ce qui m'avait permis quand même d'apprendre mieux l'anglais. Mais c'était quand même assez difficile au début d'écrire en anglais pour moi, surtout au niveau des scénarios. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à force de le faire. Puis dans cette école de cinéma, tu étais tout de suite dans la filière scénariste. Oui, alors au début, on avait pendant 2 mois quand même une partie où tu apprends les caméras, diriger des acteurs, faire de la réalisation. On a quand même réalisé, produit et écrit 4 courts-métrages sur 1 an. Mais en plus de ça,
On s'est vraiment spécialisé au niveau de la scénarisation. Et puis, moi, j'ai écrit sur cette année-là 2 longs métrages, 2 séries originales et une série spec. C'est un épisode d'une série existante. Donc ça, c'est vraiment les États-Unis. C'est qu'il faut créer vite, beaucoup. Et je pense que ça, c'est une valeur quand tu fais tes études finalement américaines, c'est qu'il y a vraiment des cursus spécialisés en scénarisation où tu apprends les toolbox, les méthodes. Enfin, c'est vraiment extrêmement poussé. Et tu dois écrire énormément de choses sur une durée très, très rapide, ce qui est aussi le cas en télévision américaine, d'ailleurs, on en reparlera. Exactement, on va revenir après comment on écrit là, concrètement. Donc une fois que tu sors de cette école, c'est très facile d'entrer après, c'est quoi, c'est les studios qui vous engagent ou c'est des producteurs indépendants, comment ça se passe ? Alors, c'est assez difficile quand tu sors des écoles américaines de base. Déjà, il faut savoir quand tu y vas en tant qu'Européen, tu as besoin d'un visa ensuite. C'est ce que j'allais te poser aussi comme question. Voilà. Aux États-Unis. Donc, du coup, la manière dont ça se passe, c'est si tu étudies en tout cas 1 an aux États-Unis, tu obtiens un visa qui s'appelle OPT, qui est un visa de travail pendant 1 an, qui te permet seulement de travailler dans ce que tu as étudié. Donc, c'est pas toujours facile parce que ces métiers de scénarisation, ils sont très, très difficiles à trouver. Donc, du coup, tu sors de cette école, tu sais que tu as 1 an pour y arriver. Moi, c'est ce que je me suis dit, j'ai 1 an, j'essaye le tout pour le tout. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je reviendrai en Suisse ou j'irai à Paris ou sur d'autres marchés francophones. Et puis, du coup, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'après cette année-là, j'ai participé à un pitch fest qu'il y a beaucoup là-bas aux États-Unis où c'est un peu comme du speed dating, mais avec des producteurs. Donc, tu t'assois d'une table à l'autre, tu as 5 minutes pour pitcher ton projet. Et à la fin, ils sélectionnent des gens, les projets qu'ils ont aimés, et puis tu leur envoies le scénario, et puis tu peux y avoir. Donc, ça veut dire là, tu travailles sur un projet qui n'existe pas, quoi. En fait, c'est ça. Donc moi, par exemple, les choses que j'avais écrites sur l'année scolaire, j'ai présenté une de mes séries qui était un Bonnie and Clyde au féminin. J'avais écrit le pilote, donc une 60aine de pages, et j'avais une bible et j'avais un deck. Et j'ai approché ces producteurs-là, mais juste avec un pitch verbal finalement de 5 minutes. Ça 5 minutes un peu pour séduire le producteur avec ton projet, quoi. Et du coup, c'est ce qu'on t'apprend à faire aussi beaucoup, c'est de pitcher aux États-Unis. C'est vraiment l'art du pitch. Ah ouais. Et un des producteurs a beaucoup aimé le projet. Je lui ai envoyé le scénario, le deck, toutes ces choses-là. Et puis, il m'a signé une option, ça s'appelle. Donc, c'est quand tu vends ton projet. Et puis, on a commencé à le développer ensemble. Et ensuite, malheureusement, Covid. Mais ça, on en reparlera aussi. Mais ça a lancé ma carrière parce que ça m'a permis effectivement ensuite de signer avec mes managers chez Untitled, qui sont quand même une grosse maison de management américaine. Il faut savoir qu'aux États-Unis, sans manager, sans agent, c'est très difficile. Parce que généralement, pour arriver au studio, pour arriver aux grands producteurs, tu as besoin d'être représenté. Donc ça m'a ouvert les portes des talents qu'eux représentent, des gens comme Mandy Moore, des gens comme Anna-Sophia Robb, Zachary Quinto, Jane Fonda, des grandes célébrités, avec qui ensuite tu as un accès privilégié à travers ton management. Zachary Quinto, qui avait fait Star Trek, entre autres, et Heroes, s'était joint à un de mes documentaires. Et de fil en aiguille, ça m'a permis de continuer de construire mon réseau, de faire surtout du long métrage aussi au niveau du cinéma indépendant, qui est vraiment en train de renaître aux États-Unis, plus que la télévision, depuis les grèves et Covid et tout ça. Et puis, ça m'a permis de faire aussi un long métrage que j'ai coécrit et coproduit, qui est actuellement en négociation avec Netflix aux États-Unis et qui devrait, j'espère, sortir bientôt. Écoute, on viendra pour le lancement. Explique-nous alors maintenant comment ça se passe concrètement. Donc, les productions, alors il y a la partie production, tu veux dire, le producteur qui met de l'argent et qui choisit le scénariste, et comment ces writing rooms travaillent avec la partie, je dirais, image, parce que vous commencez avant, mais il y a quand même un producteur, il y a quand même quelqu'un qui a une idée. Alors, explique-nous toute la chaîne pour qu'on la comprenne bien. Ouais, alors généralement, effectivement, tu as un scénariste, quelqu'un qui a écrit un projet. Donc, aux États-Unis, il faut savoir qu'à moins que tu sois quand même relativement, même très réputé, c'est difficile de vendre sans avoir un pilote que tu as écrit déjà. Donc, généralement, tu écris un pilote, tu as un deck, une bible, tu trouves un producteur qui croit en le projet, qui ensuite, lui, va pouvoir commencer à mettre de l'argent, va pouvoir commencer à chercher des coproducteurs et va pouvoir ensuite trouver un distributeur ou une plateforme. Donc, c'est souvent par connexion que ça se passe. Il faut savoir qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a beaucoup de plateformes, il y en a trop. C'est aussi pour ça que le système est en train un peu de se casser la gueule. Donc, on a Netflix, bien sûr, que tout le monde connaît, qui est comme la plus grosse compagnie à l'heure actuelle aux États-Unis. On a Amazon, on a Disney, Hulu et Max qui appartiennent à Walt Disney. On a Peacock, Paramount, Apple TV. Et puis Amazon Prime. Ouais, Amazon Prime, Pluto TV aussi, je ne pense pas qu'on connaît ici. Non. Donc, ce genre de plateforme. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a trop. C'est cher. Donc, ça fait qu'à l'heure actuelle, il y a aussi de moins en moins de séries qui se font parce que les gens s'abonnent pour regarder un truc, se désabonnent. S'abonnent à un autre truc pour regarder un truc et se désabonnent. Et ça crée un petit peu ce système où ils ont du mal à garder les gens, en fait, parce qu'il y a trop de plateformes à l'heure actuelle.
Donc ça veut dire que le succès d'une série aujourd'hui est primordial, parce que quand tu regardes, par exemple, la programmation d'Apple TV qui est un peu erratique, avec des séries vraiment un peu, on n'arrive pas très bien à saisir où est-ce qu'ils vont, mais avec une tonalité au moins, elles sont toutes bizarres. Comment ça tient? Alors c'est parce que derrière tu as Apple, ok, mais je veux dire quand même, finalement, ils doivent quand même avoir des succès. Oui, c'est vraiment ça. Puis ça dépend un petit peu des mandats aussi. En ce moment, ça change très rapidement à Los Angeles. Il y a beaucoup de gens qui ne savent plus vraiment ce qu'il faut produire, ce qu'ils veulent produire. C'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent aussi, même aux États-Unis. Et c'est vrai que malheureusement, il y a un peu ce truc de, au lieu que ça soit forcément le meilleur scénario qui gagne, c'est qui est dessus. Et si c'est des gens qui ont déjà fait des choses, on va choisir cette personne. La prime au succès, quoi. C'est donc, ça. Et revenons. Alors, on était sur la production. Oui. Et alors, une fois que ce producteur, quelqu'un vient avec un pilote, il commence à trouver de l'argent à construire je dirais le budget. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une writers' room, du coup justement, qui est très très structurée. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, les writers' rooms, c'est un vrai business. C'est généralement, si on parle de streamers, donc Netflix, tous ces grands, c'est généralement ceux-ci aujourd'hui qui produisent le plus. Il y a un peu moins de TV network. C'est généralement sur 20 semaines, parfois moins. Donc de 10 à 20 semaines où tu construis toute une série. C'est 8 à 10 scénaristes, parfois moins, parfois un petit peu plus. Mais il y a une vraie hiérarchie. Généralement, tu y es de genre 9h à 17h ou 9h à 18h. Ça dépend des showrunners. Il y a des showrunners qui veulent pas faire des journées complètes. Donc, ça peut être à l'image du showrunner. Mais ensuite, il y a une hiérarchie dans chaque rooms. Donc, tu as le showrunner dont on parlait, qui est le ou la responsable. Souvent, la personne qui a créé la série, mais pas toujours. Parce que parfois, par exemple, si tu as quelqu'un qui n'a pas encore assez de grade finalement pour être showrunner, on le met avec un ou une showrunner qui a déjà beaucoup d'expérience qui va en fait prendre le lead sur la série. Donc cette showrunner ou ce showrunner, c'est sa vision qui importe, c'est la personne qui a le plus de pouvoir dans la pièce. C'est à elle que revient les décisions finales sur les histoires qu'on va explorer, le développement des personnages. C'est aussi cette personne-là qui a l'accord final sur les scénarios, avec bien sûr l'accord du producteur et diffuseur. Donc, par exemple, Netflix doit aussi approuver ce qui va être dedans. C'est souvent des conversations entre eux. Et plus tu as de grades, généralement, plus ils te donnent une certaine possibilité d'explorer des sujets. C'est plus compliqué en network TV parce qu'ils sont un petit peu plus stricts sur certaines choses comme la nudité ou bien ce genre d'éléments que ce qu'on a en streamer. Le showrunner, généralement, écrit un peu tous les épisodes qui sont vraiment clés. Donc, c'est par exemple régulièrement l'épisode pilote qui est écrit ou co-écrit par le showrunner. Ensuite, en dessous du showrunner, tu as co-executive producers, ce qu'on appelle les co-EPs. Donc, c'est juste en dessous, c'est souvent les gens qui regardent ton scénario juste avant qu'il soit transmis au showrunner. Okay. C'est des gens qui ont aussi un certain pouvoir de approval, et puis c'est eux qui finalement vont devenir probablement les showrunners de demain si le showrunner part. Ensuite, en dessous du co-executive producer, tu as le supervising producer. C'est genre des upper level writers, c'est des gens que ça fait déjà plusieurs saisons qui sont sur la série. Ils ont certains choix à faire aussi et certains avis à donner sur tout ce qui est casting et ce genre de choses. Pareil pour les producteurs qui sont juste en dessous. Ensuite, tu as story editors qui sont des scénaristes qui sont là depuis un moment, qui sont d'un grade supérieur. Ensuite, tu as les staff writers et ça, c'est le grade le plus bas, entre guillemets. C'est ceux qui vont souvent développer justement la série, qui vont un peu trouver avec le showrunner et le reste des gens dans la pièce qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est ceux qui écrivent au départ. Oui, bien que les stories... quelqu'un écrive, parce que tu me décris une hiérarchie de... Oui. Ouais, mais tous ces gens qui sont producteurs écrivent aussi ou co-écrivent. Après, parfois, les supervising ou les co-exécutifs, pas toujours, et ils sont payés par des salaires par semaine, comme les staff writers également. Mais, par exemple, si tu es story editor, si tu es producteur, on te garantit un épisode. Si tu es staff writer, on te garantit pas toujours un épisode. Donc, ça se peut que tu fasses du travail sur une série sans être vraiment crédité pour ton travail sur la série. Mais tu es là, tu apportes des idées, des pitchs. Parfois, on te demande aussi pas toujours Enfin, tu dois connaître ta place aussi. Dans certaines writers' rooms, c'est très, très structuré. Et si tu es staff writer, tu as très peu de choix et de choses à dire. Dans d'autres, on accepte toutes les idées, etc. Et ensuite, tu as encore deux personnes juste en dessous de ça. C'est les writers' assistants. C'est les gens qui travaillent souvent pour les executive producers, qui prennent des notes, qui organisent les notes, qui gardent les story bibles on point. Comme ça, on ne fait pas quelque chose dans l'épisode 1 qu'on a oublié, qui se retourne contre nous dans l'épisode 25.
Et puis, tu as les writers PA, ça, c'est les gens qui généralement s'occupent de tout ce qui est le lunch, tout ce qui est le café, toutes ces choses-là. Et c'est des jobs qui, malheureusement, sont souvent sous-payés et pourtant des jobs très, très difficiles à faire aussi. Ouais, donc, il y a une pyramide d'intervenants qui est juste folle. Ouais. Et comment ça marche? Parce que je me dis, normalement, enfin, moi, je m'imaginais qu'il y avait 10 personnes autour d'une table qui vraiment écrivent et puis qui se parlent entre eux et ils se répartissent chaque personnage. Il y a ça aussi? Ça existe? Oui, alors, ça dépend encore une fois justement du showrunner. Le fait, c'est que de moins en moins, on a des possibilités d'avoir des jobs qui sont appelés des jobs entrants, en fait, de staff writers. Parce que, en fait, la manière dont tu construis une writer's room, c'est avec le budget, tu commences de haut en bas. Et donc, d'abord, tu staffes tous les gens qui sont des positions hautes, qui, eux, sont payés beaucoup d'argent. Pour arriver finalement, en fait, aux staff writers, s'il y a encore le budget, ben, on en prend, mais pas toujours. Donc, il y a de moins en moins de positions. Parfois, tu as un staff writer sur 12, parce que tous les restes, c'est des gens qui sont là depuis plusieurs années, qui gradent, parce que tu es obligé de grader, en fait. C'est pas le genre de job où tu peux pas rester staff writer pendant 10 saisons. C'est impossible. Et comment tu fais pour grader, justement? D'une saison à l'autre. Remarqué par quelqu'un parce que tu as eu des bonnes idées? C'est par la qualité de ton travail ou c'est ou par ton habilité à comprendre ce système? Alors, la qualité de ton travail, oui, parce que si tu apportes pas de la qualité de ton travail, tu vas de toute façon partir. Tu seras pas gardé comme staff writer, c'est quelqu'un d'autre qui va venir et qui va prendre ta place. Mais si tu restes, si tu passes de saison 1 à saison 2, tu es obligé de monter dans la hiérarchie parce que c'est simplement la manière dont ça a été construit avec les guildes. C'est que tu montes de toute façon petit à petit et si tu te remets sur une nouvelle série un jour, tu vas entrer à ce niveau-là. Donc, si tu étais story editor sur une série pendant plusieurs années, tu vas devoir entrer aussi comme story editor sur la nouvelle série. Parce que c'est quand même régi par des guildes. Hein. Il y a quand même des contrats derrière, il y a certaines lois à suivre. Pour ce qui est de l'organisation, tu me demandais, généralement, la manière dont ça se passe sur ces 10 ou 20 semaines, c'est qu'on se met tous ensemble, on travaille vraiment les arcs, donc dans quel coin on va aller avec la série, qu'est-ce qu'on veut explorer, les personnages, les key plot points, toutes ces choses-là, on développe ensemble, souvent avec un whiteboard. Ensuite, on assigne les épisodes. Donc ça, c'est le showrunner qui le fait. Donc, on donne à certains scénaristes, dépendamment de soit là où ils ont leur force, si quelqu'un est meilleur en comédie ou en drame, ou bien par intérêt. On donne soit à 2 personnes qui coécrivent ou à juste un scénariste qui fait tout seul. Cette personne-là, ensuite, va partir écrire en fait son épisode pendant que les autres continuent de travailler dans la writer's room. Et il va revenir ensuite après une semaine ou parfois 2 avec un épisode qui va être décortiqué dans la pièce, où il va y avoir du feedback. Ensuite, cette personne doit aller faire de la réécriture. Pendant ce temps-là, la writer's room continue de fonctionner parce qu'on va épisode par épisode, finalement. Donc, chacun a une tâche. C'est un peu comme si on était des fourmis. Chacun a une tâche. C'est comme une espèce de ruche où chacun amène... Exact, ouais. Parce que finalement, en fait, c'est tellement rapide, le cycle est tellement rapide pour y arriver que tu dois produire, écrire. Ce qui, moi, à mon avis, est excellent pour apprendre à faire de l'écriture parce que tu dois vraiment travailler avec des deadlines qui sont inimaginables. Et le fait que tu sois européenne, ça pour eux, c'est... Maintenant, ils ne te voient plus comme une européenne. Si, ils me voient encore comme une européenne quand même. Je pense que on m'a souvent dit que c'était un atout par rapport aux histoires que j'amène, par rapport au fait que finalement, tu peux amener un peu une culture qui sort un petit peu parfois des États-Unis. Au début, moi, je l'ai vu comme une faiblesse parce que c'était plus difficile pour moi, par exemple, pas l'orthographe, mais le vocabulaire, tu vois, mais en anglais, finalement, c'est pas ma langue maternelle. Et c'est là-bas que j'ai vraiment commencé ma carrière. Et il y a eu des moments où j'avais vraiment juste envie de rentrer. Et je me disais, de toute façon, ça sonnera jamais assez américain. Et j'ai arrêté à un moment donné de vouloir sonner américain et je me suis dit, je vais apporter ce que moi je peux apporter. Et c'est là que je pense que ma carrière a pu décoller là-bas parce que j'ai été honnête par rapport aux histoires que je peux raconter et ce que je peux amener là-bas. Donc aujourd'hui, tu t'es installé plus ou moins là-bas. Donc tu as fini par avoir un permis de travail. Tu peux rester aux États-Unis et tu vas continuer dans cette industrie. Donc comment tu te vois dans 5 ans? Parce que en même temps, tu me disais que effectivement, la lutte entre toutes ces plateformes fait que les marges, elles sont de plus en plus basses et je veux dire, on gagne de moins en moins d'argent dans cette industrie. Donc est-ce qu'on peut en vivre? On peut en vivre. Par contre, ça devient de plus en plus difficile. Les séries en ce moment, c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué aux États-Unis parce qu'il y a eu elles coûtent tellement cher. Je veux dire, on parle de millions par épisode. C'est extrêmement, extrêmement cher d'arriver à faire ça, d'arriver à maintenir ce système et c'est en train de se casser la gueule. Du coup, on revient vraiment à un système qui est beaucoup plus indie movies, mais même ceci, je veux dire, faire du cinéma indépendant aux États-Unis, c'est cher aussi. C'est plusieurs millions que tu dois mettre quand même pour faire un film. Alors, pas toujours, mais quand même,
c'est assez compliqué, mais on revient un peu à ces formats-là parce qu'en ce moment, on ne sait pas ce qui va être l'avenir des séries télé. Il y en a de moins en moins qui sont acceptées. Il y a de plus en plus de petites, on appelle ça des mini-rooms, qui sont en fait faites avec beaucoup moins de scénaristes. Il y a ChatGPT aussi, on ne sait pas exactement la place. Est-ce qu'on va mettre de l'IA pour remplacer le coût des writers? Alors ça, on s'est battu contre avec la grève, mais après, tu ne sais pas toujours ce qui est fait parce que tout le monde cherche à économiser de l'argent. Donc, c'est un gros problème. Donc, tu me demandes, moi, aujourd'hui, effectivement, oui, au niveau du cinéma indépendant, moi, je me fais engager par des producteurs pour écrire du cinéma indépendant. Tu peux aussi faire du ghostwriting, qui est quelque chose qui est très, très fréquent aux États-Unis, où tu es payé des belles sommes d'argent, mais tu écris, en fait, sans être crédité. Et c'est quelqu'un d'autre qui prend le crédit à ta place. Oh. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait assez souvent aussi aux États-Unis. C'est une manière de gagner de l'argent, c'est une manière de continuer de s'améliorer aussi à l'écriture. Après, ça reste difficile. Il y a énormément de gens qui sont en train de quitter les États-Unis, qui sont en train de quitter Los Angeles. Donc, effectivement, moi, aujourd'hui, même si je continue de travailler là-bas, mon réseau est principalement américain. Je commence aussi de plus en plus à développer des choses en Suisse parce que je trouve qu'il y a du potentiel et parce que je découvre un monde qui est différent où il y a effectivement plus de soutien aussi financier parce que là-bas, tout est privatif. Donc, oui, c'est clair. Ouais. Et en francophonie, on pourra prononcer correctement ton prénom et ton nom de famille. Ça donne quoi en anglais? Ça doit être très très drôle. Lina. Alors Lina, ouais, ça effectivement. Et je ne corrige jamais moi quand on m'appelle Lina, voilà. Mais Lina et après c'est Merzier. J'ai une idée de pitch. C'est l'histoire d'un mec avec des cheveux orange. Et non, laisse tomber. J'ai l'impression que j'ai déjà entendu cette histoire. Malheureusement, cette histoire va peut-être un peu durer. Il gagne. Juste peut-être pour notre compréhension, tu as parlé. Oui, basé sur une histoire vraie. Oui, voilà. Malheureusement, tu as parlé de deck. Peut-être juste nous signaler en quoi ça consiste un deck. Alors, généralement, c'est un projet, c'est assez visuel. En tout cas, aux États-Unis, on voit vraiment des images. D'accord. Comme on le connaît. Mais c'est quelque part où tu as ta logline, donc qui explique en gros quelle est une phrase, synopsis, personnage, toutes ces choses-là. D'accord, ça réunit tout ça. Mm-hmm. Et généralement, aux États-Unis, même s'il y a de plus en plus de séries limitées, ça reste quand même difficile d'en faire parce qu'ils veulent vraiment avoir du profit. Donc, ils veulent des choses avec un moteur. Donc, tu dois montrer le moteur sur plusieurs saisons. D'accord. Je sais pas, en tout cas 3 ou 4 saisons. Merci pour cet éclaircissement. Bravo pour ce parcours. Oui, bravo, parce que franchement, bravo. Vu tout ce que tu as expliqué, oui. Il faut y aller. Et tu es rentré dans ce système, c'est vraiment dingue. Moi, je me réjouis de l'avoir ici en action pour faire bouger le cinéma suisse pour qu'il aille plus vite. Il y a quand même des séries qui fonctionnent. Oui, mais le rythme, c'est pas le même. C'est aussi un art de faire différent. C'est une manière de consommer aussi le cinéma et les séries qui est différente. Alors moi, je fais différemment que Victoria. Vas-y. Et oui, j'ai invité mon copain, le stagiaire bourré. Voilà. Merci Marc, si tu me vois, si tu nous entends, si tu nous regardes. C'est lui qui a inventé ce terme. C'est un ami podcasteur. Il a décidé d'appeler son copain l'intelligence artificielle, le stagiaire bourré. Alors moi, je lui ai demandé 2-3 questions, un QCM sur les séries. Il y en a pour tous les goûts. Alors... Disclaimer, pour parler français, toutes les questions ainsi que les réponses, c'est lui qui les a pondues. Moi, j'y suis pour rien. Donc, on verra effectivement si... Est-ce qu'il a des hallucinations? Est-ce qu'il a des halus ou pas? Première question, dans la série Friends, quel est le métier de Chandler? Est-ce qu'il est professeur de yoga, vendeur de chewing-gum ou spécialiste en traitement de données? Tu sais que j'ai jamais vu Friends, moi. Moi non plus. Mais non. Oui, un ou 2 épisodes, mais je serais incapable de répondre à cette question. Non, ce qu'il fait. Alors c'est la dernière, mais moi je croyais qu'il faisait de la pub, mais c'est la dernière parce que les 2 autres c'est sûr que non. Ouais, c'est la dernière. Bonne réponse, bravo. Moi je te verrais bien faire du yoga quand même, mais il faut regarder là la série, hein. Ouais, je sais pas. Oui. Je sais pas. Okay. Non, j'ai jamais vu ça. Alors la suivante, j'ai croché. Moi, j'ai la suivante. Alors écoutez bien la question parce qu'elle est un peu retors. Dans Breaking Bad, quel est le surnom du personnage Jesse Pinkman pour Walter White? Est-ce que c'est Mr. White? Est-ce que c'est Big Boss? Ou est-ce que c'est Monsieur Propre? J'ai déjà la coupe de cheveux qui va avec. Moi, j'ai jamais vu cette série non plus. Donc, moi, alors Breaking Bad, non. Alors là, moi, s'il y avait une suite, je serais preneur. Ouais. Et ça, c'est drôle parce que moi, j'arrête pas d'essayer de regarder cette série et j'y arrive pas. Et on me dit, mais il faut que tu passes l'épisode 5, 6, 7. Et je me dis, mais je dois aller combien d'épisodes pour... ça, c'est le genre de truc. C'est pas un argument, ça. Voilà. J'ai fait la même chose sur une autre.
C'est Mr. White, exactement. Voilà. J'ai fait la même chose à cause de Victoria. J'avais pas croché sur la première saison de Game of Thrones. Puis après, j'ai pas regretté. Voilà. Mais puis après, c'est parti un peu dans les n'importe quoi. Bon, c'est que moi qui dis ça. Allez, on va du côté d'une autre série que j'adore aussi. J'ai été voir à Vegas une expo là-dessus. Il y a du merchandising de malade. C'est Stranger Things. Comment s'appelle la créature qui vit dans l'Upside Down? Est-ce que c'est Ombrotar? Est-ce que c'est Démogorgon? Ou c'est Licornator? Mais aucune des trois, c'est leur nom francophone ou c'est leur nom américanisé? Je pense que c'est le nom qui a été francisé. Le vrai nom. Francisé, oui, parce que la première... Non. J'ai envie de dire, c'est parce que je ne regarde pas en français, mais en vrai, j'ai très peu regardé Stranger Things. Ah ouais? Moi non plus, j'ai jamais vu non plus. Moi, je suis très très content pour la chanteuse Kate Bush qui est retapée 40 ans après. Hein. Ouais. Elle est autrice, compositrice, interprète et productrice. Et elle a retapé un top 5 dans le Billboard. C'est le Démogorgon. Alors, je pense que c'est un peu francisé, mais rappelez-vous, c'est un stagiaire bourré qui nous a proposé ce QCM. En plus, c'est la bête là, un peu étrange, avec l'énorme. Et qui n'a pas de yeux, exactement. Ouais, je vois le genre. Ouais. Dans quelle série se met en scène un détective new-yorkais excentrique qui utilise des méthodes peu conventionnelles? Est-ce que c'est Monk? Est-ce que c'est de Accountant, avec mon accent super anglais, ou c'est Drôle de détective? Là, c'est des titres en français aussi. T'as les titres en anglais. Alors, de celles des trois que t'as dit, je connais que Monk. Mais Monk, c'est le gars qui a genre qui a des tocs. Les trucs et tout, et il a des tocs. Ouais. C'est lui du coup. C'est lui du coup, parce que les autres, j'ai demandé à mon stagiaire bourré de me proposer des réponses farfelues pour les autres propositions. Bon, voilà, en plus, The Accountant, c'est pas un film. Alors c'est un film, oui effectivement. Donc il a été puisé dans Wikipédia, IMDb. Là, la version payante qui avait passé, il fallait passer à la version gratuite. Alors je suis à la version payante. Game of Thrones, on en parlait. Voilà, enfin, Victoria, c'est pour toi. Dans Game of Thrones, qui est la mère des dragons? Sansa Stark? Non. Daenerys Targaryen ou Hermione Granger? Non. Oh, j'adore. La deuxième. Oui, Daenerys, ça oui. Oui, Daenerys, voilà, qui finit bizarrement. Merci les scénaristes. Les scénaristes parce qu'ils ont bousillé la fin. Ou les producteurs. Ouais, mais ils ont bousillé la fin comme j'ai jamais vu ça. Alors ça, je n'ai jamais compris, mais enfin bon. Allez, la suivante. On revient sur Breaking Bad, que j'adore. Quel est le surnom de Walter White dans Breaking Bad? Le chimiste fou, Docteur Toxique ou Heisenberg? Say my name. Le chimiste fou. Le chimiste fou. Je sais pas, j'ai jamais vu. Non. Say my name. Allez, écoutez cet extrait sonore, il est fantastique. Il se passe plusieurs secondes et le mec répond Heisenberg. You got damn right. Vous avez perdu, c'était Heisenberg, voilà, avec son chapeau noir. Mais tu sais que si la série était un peu plus intéressante sur les 5 épisodes, tu nous aurais pas perdu avec celle-là. Ouais, je suis désolé. Exactement. Mais moi, j'ai tout de suite croché, je sais pas pourquoi. Mais moi, les trucs de prison, de droguer, de machin, ça. Non, c'est pas ça. Le monsieur, il est malade, il est prof. Et il se fait de l'argent pour payer son traitement contre le cancer. À la base, le pitch, c'est ça. Ah, d'accord, ok. C'est quand même assez fou. Puis après, il fait plein de thunes. Oui, puis voilà. Il y a tout le monde qui s'en met plein les poches. Très plausible, oui. Allez, une série bien drôle, déjantée. Dans The Office, quel est le nom du directeur excentrique joué par Steve Carell, qu'on adore? Il s'appelle Michael Scott, Steve Smith ou Jim Hopper? Je l'ai pas vu non plus. The Office. Malheureuse. Moi j'ai vu ici. Tu passes ta vie à regarder des séries? Non, mais moi j'ai des trucs. Je dirais Steve Smith parce qu'il a une tête de Steve. Ok. Et Victoria? Je sais même pas. Je peux pas te dire. J'ai jamais vu cette série. Numéro 3. Voilà. Numéro 3, Jim Hopper. Eh bien, c'était Michael Scott, la première réponse. Voilà. Allez, celle-ci, elle est facile. On vient du côté de l'Europe aussi. On peut, puisque par rapport à l'histoire, ça vient de là. Dans Sherlock, qui est le fidèle acolyte de Sherlock Holmes? J'ai même pas besoin de vous proposer des choix. Indiana Jones, Ron Wesley ou John Watson? Watson. John Watson. Bah oui, élémentaire, cher Watson.
Dans la série, Dr. Watson. voilà, dans la série Lost, que trouvent les survivants sur l'île? Un avion. Non, ils tombent d'un Rien. avion. Mais ils trouvent rien. Ils trouvent un bunker caché, Voilà, un bunker. ils trouvent un hôtel tout inclus, ou ils trouvent un parc d'attractions. Non, un bunker. Où il se passe rien. Ouais. Avec un ordinateur, il faut bunker appuyer et sur la l'amour. touche. Il Pour faut l'amour, appuyer, ça. voilà, il faut appuyer sur la touche toutes les X Mais heures ou minutes. dis-moi, les suggestions, c'est aussi le stagiaire bourré qui te les a sorties ou Oui. que les... Et oui, j'y suis pour rien. Oui, oui, il te sort n'importe quoi. Non, c'est-à-dire, il bosse pas. C'est ça qu'il veut dire. Voilà, moi je suis, moi je suis la nouvelle génération de scénaristes. Je fais bosser l'intelligence. Non, je plaisante. Allez, mais la dernière. C'est vrai, malheureusement, on en est là. La dernière, allez, pour se faire Bon, plaisir. on se fera aussi remplacer par des avatars. Hein. La dernière, normalement, c'est Victoria qui devrait être incollable. Je l'ai vas-y. gardé exprès pour la fin. Vas-y. Dans The Mandalorian, Ah, j'adore. comment s'appelle le personnage souvent surnommé Baby Yoda? Ah, gourou. Petit Jedi, Grogu ou Gros Mini goût, gros goût, Minimètre. gros goût. Il est trop un petit chou goût, celui-là. Et une bonne Gros goût, réponse. je l'adore, Voilà. Vous avez voilà. strictement rien gagné, mais vous Rien. avez une bonne On réponse a pour la perdu du dernière. temps. Voilà. Mais je crois qu'il y a une suite qui va sortir bientôt. Parce qu'il est trop Mais ils en sont quoi, génial. saison 3 ou saison Ouais, 4? je sais plus. Saison 3, hein. Avec Trois, ça doit être un super Ça prend usage tellement de- technologique de décors projetés Non, ce qui est en live. terrible, c'est que l'acteur, je croyais qu'il était dedans. Parce qu'on a toujours cru, je sais plus comment il s'appelle, il a fait croire qu'il portait parce qu'on ne voit pas son visage. Mais en réalité, il n'est pas dedans du tout. Ouais. C'est les rares fois où on voit son visage où c'est lui. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un type, comme tu dis, qui est là payé 3 francs 6 sous Ouais, et qui fait tout le boulot. devant les écrans et C'est horrible. pendant de longues heures de Ça, prise quand de même, vue. ça m'a fait un peu... voilà. Ouais, ils avaient quand même eu à un moment donné aussi avec, ils voulaient scanner les images des acteurs et les payer une seule fois et les réutiliser pour l'éternité, Ouais. quoi. Ce qui est fou, tu peux plus faire d'argent de ton art. Merci beaucoup, Lina Morzuzio. Si jamais tu cherches des idées, n'hésite pas à me faire part. Je contacterai mon stagiaire bourré pour te donner quelques pistes. Bien. C'est avec grand plaisir, mais surtout bravo pour ce très beau parcours. On se réjouit de voir ton nom au générique des Tout à prochaines fait. séries qu'on prendra le temps de Absolument. regarder. Et puis, la prochaine fois que tu reviens pour nous expliquer de nouvelles choses, n'hésite pas Voilà, à nous contacter exactement. parce que comme ça, on a le follow-up de ce qui se passe à Hollywood. On est friands, voilà, exactement. On va te souhaiter un bon après-midi. Interview. Oui, avec grand Et plaisir. puis, merci pour toi. Parce Et que puis, vraiment, bravo pour ta carrière. je pense très fort à toi pour le retour sur les terres américaines. Non, mais tu J'aurais verras, besoin de ça, en Californie, ça va aller. Oui, la Californie, ça va. heureusement. Encore, ça va. Ils vont faire sécession. Allez, Allez, merci beaucoup. À bientôt, Léna. ciao. Ciao, ciao. Ciao, merci, bye. Alors, on vous le rappelle, effectivement, aujourd'hui, 6 oui, tout se novembre, joue, tout se joue. une journée importante. N'hésitez pas à partager cet épisode jusqu'à minuit. Vous avez le droit de le partager encore plus. On est prêt à tous les cataclysmes aujourd'hui. Donc On a- tu sais, notre cerveau, il est On a déjà tout comme, vu, tout voilà, fait. bon. C'est que le 496e épisode et c'est que la 14e édition du Meilleur du Web. Donc dépêchez-vous, il vous reste quelques heures pour sortir vos plus beaux projets. La soirée se tient le 20 novembre. Alors on croise les doigts pour qu'effectivement elle se tienne le 20 novembre. Ça Exactement. dépend de vous. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode pour convaincre vos amis, vos concurrents, vos copains qui travaillent dans les agences. Et on attend vos projets avec impatience. D'ici là, nous on se revoit mercredi prochain, je crois. Allez, ciao. Fidèle au poste. Le stagiaire bourré sera là. C'est pas mal, tiens. Allez, portez-vous bien. Ciao. Ciao.